Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Manuela, Mano, bonne soirée et surtout toute la partie technique. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir un homme du bâtiment et que nous allons vous présenter. Nous devons l'écouter pour comprendre ce qui se passe dans la réalité économique de Martinique. Monsieur Jean-Yves Bonner, bonsoir. Bonsoir, Florent Grabin. Oui, alors, monsieur Jean-Yves Bonner est secrétaire général des entrepreneurs en bâtiment travaux publics et annexes de Martinique. CETBAM. CETBAM, oui. Le syndicat historique du secteur. Oui. Future fédération de BTP. On essaye, ça fait partie des projets sur lesquels nous travaillons. Et le bâtiment avance grâce au projet. Le bâtiment et les travaux publics avancent. On sait que c'est une part importante de l'économie, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et aujourd'hui, nous sommes, quand je pose la question, quand j'écoute un peu tout le monde, politique, administration et autres, ils nous disent, mais c'est monsieur, pas de problème. Alors, c'est un secteur, pour rentrer dans le vif du sujet et très directement, c'est un secteur qui a eu ses heures de gloire, hein. C'est un secteur qui est historiquement important pour le territoire. Nous sommes un territoire qui continue à se construire, sur lequel il y a encore des besoins. Et puis, il y a quand même un point marquant, c'est 2008, donc avec la crise financière internationale et ensuite notre crise locale avec les mouvements que nous avons connus en 2009. Et depuis là, même si c'est une activité qui traditionnellement est cyclique avec des hauts et des bas, on est quand même sur une tendance baissière qui est assez persistante. Et donc, ça fait quand même beaucoup d'années que nous sommes plutôt dans la difficulté, alors qu'il y a effectivement sur le territoire beaucoup de besoins non satisfaits. Et cette difficulté, c'est le reproche qu'on nous fait. Cette difficulté n'est pas visible. Nous ne pouvons pas aux autres, nous ne pouvons pas barrer la rue, nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas dire rien, les autres paient. Non, c'est pas une question de peur. Je crois que les méthodes de revendication ont changé. Alors, je dirais heureusement, peut-être malheureusement aussi. C'est vrai que traditionnellement, le secteur du bâtiment et des travaux publics avait des méthodes de revendication assez musclées, on va dire, mais qui, de notre côté, étaient aussi très pénalisantes pour le Martiniquais. Et or, aujourd'hui, je pense que le combat que nous menons pour pouvoir mieux structurer cette activité, pour pouvoir lui redonner un peu ses lettres de noblesse, c'est un combat qui ne doit pas pénaliser le Martiniquais. C'est la décision qui, pour le moment, prévaut au sein des acteurs du secteur. Mais c'est vrai que c'est particulièrement difficile pour certaines structures. Quand le bâtiment va, tout va. Oui. Cet adage, en fait, il se vérifie facilement. Le bâtiment, c'est un secteur en fait où il y a beaucoup des dépenses qui sont faites avec un certain nombre d'autres acteurs locaux, multiples, hein, dans la distribution de matériaux, mais des choses parfois qui sont plus éloignées de notre secteur, comme la restauration. C'est vrai que traditionnellement, les acteurs du bâtiment et des travaux publics sont des gens qui déjeunent peut-être plus que d'autres et mieux que d'autres à l'extérieur. Et on voit que c'est une activité qui a son intérêt pour beaucoup d'autres secteurs. Et quand le bâtiment va, tout va. Et puis quand le bâtiment ne va pas, ça va un peu moins bien aussi. On le voit, bon, là pour l'instant, le bâtiment à Martinique a marché grâce à la commande publique. Et continue à marcher grâce à la commande publique. Maintenant, la commande publique, on peut le dire, a détruit cette économie. Alors, la question de la commande publique, effectivement, est très importante pour notre secteur. Alors, plus particulièrement pour le secteur des travaux publics. Dans le bâtiment, il y a également d'autres types de maîtres d'ouvrage, des maîtres d'ouvrage publics. Mais en travaux publics, c'est sûr que le secteur dépend essentiellement donc, de la commande publique. La commande publique, c'est quelque chose que nous accueillons, je dirais, les bras ouverts. On en a besoin. Nous sommes contents d'avoir des marchés et de l'activité. Cependant, le code de la commande publique aurait dû nous protéger d'un certain nombre de dérives que nous constatons encore aujourd'hui. Alors, on peut parler des délais de règlement des travaux, puisque le code de la commande publique impose des délais qui, aujourd'hui, ne sont toujours pas tenus.
Alors, on est supposé pouvoir percevoir un certain nombre d'intérêts moratoires, mais les entreprises ne sont pas là et ne travaillent pas pour éventuellement percevoir des intérêts moratoires. Plus souvent, il y en a qui n'arrivent même pas à les percevoir parce qu'elles disparaissent. Et ce qui est important, c'est que voilà, la commande publique, c'est une commande qui permet de répondre à des besoins d'intérêt général sur le territoire pour les Martiniquais. Et donc, ce ne sont pas des faveurs qu'on fait aux entreprises, hein, du tout. Et souvent, on entend moins bon travail. Donc, c'est un peu agaçant d'entendre ça. C'est pas un bout de canne, hein? Parce que, exactement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les entreprises répondent à des appels d'offres. Elles travaillent et elles perçoivent au titre de leur travail une juste rémunération pour les prix qu'elles ont fixés elles-mêmes, qu'elles ont fixés elles-mêmes, soyons clairs. Et donc, toutes ces dérives un peu dans la pratique de la commande publique détruisent un peu, je dirais, la dynamique du secteur. Et c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup par le passé tendance à avoir des donneurs d'ordre qui privilégiaient des prix qui étaient sans doute anormalement bas. Aujourd'hui, même si l'entreprise est responsable des prix qu'elle offre, on peut quand même comprendre que certains prix sont vraiment hors normes et que, en réalité, en retenant cette entreprise lors d'un appel d'offres public, ça va peut-être passer une fois, ça va peut-être passer 2 fois, mais ça ne passera pas 3 fois. Donc l'entreprise, elle va à un moment donné être en difficulté et mettre toutes les autres entreprises sur le même chantier en difficulté et le maître d'ouvrage par la même occasion. C'est quoi de diam qui marie? Ça, c'est la pratique. Quoi de diam marie? C'est ça. La notion de qui dernier prix, c'est uniquement lorsqu'on danse qu'on doit chanter ça. Pas en matière économique. Parce que l'anormalement bas fait que nous avons souvent vu des appels d'offres en dessous du prix d'acquisition de la matière première. Oui, c'est ce qu'on appelle chez nous les déboursés secs. On ne couvre pas les déboursés secs, c'est-à-dire les achats de matériaux, la rémunération du matériel, la location de matériel et la rémunération de la main-d'œuvre. Souvent, on a des prix qui sont inférieurs à l'ensemble de ces 3 composantes, qui sont quand même le minimum. Ça veut dire que l'entreprise n'a même pas couvert ses achats et donc surtout pas ses frais généraux. Et l'autre chose, c'est que l'entreprise martiniquaise, c'est le banquier de la commande publique. Par voie de conséquence, oui. Elle doit se débrouiller en fait pour gérer sa trésorerie et souvent par des acrobaties qui ne sont pas tenables en réalité. Et on est dans un système qui est extrêmement pervers. Alors souvent on fait de ce qu'on appelle la cavalerie, un chantier paye le précédent, mais tout cela n'est pas sain parce que derrière on ne permet pas à des entreprises de se structurer, on ne permet pas souvent à des salariés, je dirais, d'avoir des trajectoires de carrière qu'ils devraient avoir. On se retrouve en fin de carrière avec des gens qui ont eu des carrières très chaotiques, avec, on sait, dans ce secteur, beaucoup de prégnance de travail un peu dissimulé, soyons clairs. Et pour que le public puisse bien comprendre. Oui. Écoutez pour comprendre. Travail dissimulé. Travail au noir. C'est le travail au noir. C'est le travail qui n'est pas déclaré, pour lequel les employeurs ne paient pas les charges qu'ils devraient payer pour le compte des salariés. Et ça fait beaucoup de dégâts parce que à la fin, on se retrouve avec des gens qui ont travaillé dur toute leur vie et qui n'ont pas les retraites auxquelles ils pouvaient prétendre. Ça, c'est l'un des aspects du bâtiment. Et l'une des grosses peurs, je dirais, des entreprises, c'est le côté coercitif des donneurs d'ordre. Au cas réclamer, au cas babier, nous ne couper tout. On entend beaucoup ça, effectivement, d'entreprises qui, si elles se montrent un petit peu trop revendicatives, se font sanctionner, écarter. Voilà. Liste noire, point. Mais c'est pas simple. Si ces pratiques se déroulent vraiment, c'est pas simple. Parce que la commande publique, en fait, elle est ouverte à toutes les entreprises qui sont susceptibles et qui sont régulièrement autorisées à répondre à ces appels d'offres.
et que le meilleur gagne. C'est le principe de l'appel d'offres, celui qui fait la meilleure proposition, donc pas forcément la plus basse en termes de prix. C'est le mieux disant. C'est le mieux disant. Mais c'est une notion qui est assez compliquée ici à faire comprendre et entendre par nos élus. Voilà. Donc il faut peut-être qu'ils écoutent pour comprendre. Ah, il y a quoi écouter. J'espère que cette émission est bien écoutée et aussi qu'elle sert à améliorer les choses et que les gens comprennent un peu mieux comment certains secteurs de l'économie fonctionnent. La vie m'a appris une chose. Si vous étiez des chaises, je ne vais pas casser vous. D'accord, je prends. Si vous étiez des chaises, je ne vais pas casser vous. Vous avez soumissionné, vous avez été retenu, vous avez fait votre prestation. Vous respectez tout ce que vous avez signé. En face, la signature n'est pas respectée. Il y a un tribunal pour ça. Oui. Et quand nos entreprises auront compris de faire exactement comme les entreprises extérieures à chez nous, dès que les entreprises extérieures à chez nous ont un problème, ils défèrent devant les tribunaux les données aux autres. Et on voit les résultats. Donc, et elles ne sont pas écartées. Alors, quand il y a effectivement litige dans la réalisation d'un ouvrage, parce que ça arrive, tout, par exemple, ne peut pas avoir été prévu dès le stade de la conception, donc on se retrouve parfois avec notamment des travaux supplémentaires. Ce sont des choses qui sont courantes et qu'on peut comprendre. Par contre, il faut que ces travaux supplémentaires soient rémunérés à l'entreprise. Il n'est pas question, puisqu'elle n'a pas bâti son offre avec connaissance de ces travaux supplémentaires. Il faut donc que ces travaux supplémentaires lui soient rémunérés. Et c'est la contrepartie en fait du travail, c'est la rémunération. Ancien combattant, j'ai imposé à la région de l'époque le dédit. Ça veut dire que j'ai soumissionné. L'économie de ma soumission fait X francs. On a décidé de retirer fenêtre, retirer ceci, retirer cela. Pas de souci. J'envoie ma facture. C'est ce que prévoit la loi. Vous me payez, même si le travail n'est pas exécuté, puisque l'appel d'offres était dedans. Et j'ai été appelé une fois par un payeur régional qui cherchait à comprendre. J'ai dit, je suis dans le droit. Il dit, non, je paye. Vous êtes dans votre bon droit. Et un TPG, à l'époque, m'a dit, Monsieur Grabin, je vous interdis de remettre aux donneurs d'ordre votre décompte en direct. Vous me l'envoyez avec accusé de réception, et à partir de là, je commence à compter et imposer. Alors, mais c'est pour ça que sur certains marchés, il y a ce qu'on appelle une tranche ferme, c'est-à-dire des travaux qui sont garantis, et puis des tranches conditionnelles, donc que le maître d'ouvrage lance ou pas. Alors, il y a un moment limite auquel il doit pouvoir lancer les travaux complémentaires, je dirais, donc les tranches conditionnelles, mais ça permet que le maître d'ouvrage ne se retrouve pas dans cette situation où il souhaite supprimer des prestations. Et supprimer des prestations, c'est remettre en cause l'offre, en fait, de l'entreprise. Oui, l'économie de l'offre. L'économie de l'offre, puisqu'elle est établie sur un volume, et si le volume est réduit, l'offre en réalité ne tient plus. Et puis finalement, au cahier de loi manier. Exactement. Parce que alors rappelons-le, ce sont quand même des secteurs où en général les marges nettes sont très très faibles. Et donc les entreprises font beaucoup de volume pour des marges qui sont parfois assez basses. Alors en termes d'entreprise, il y a une notion que j'ai combattue pratiquement toute ma vie, où je fais la différence entre entrepreneur et pousseur de brouette. Mais il faut des pousseurs de brouette. Oui, il faut des pousseurs de brouette que j'embauche, que j'emploie pour faire son travail. Mais lui, il n'a pas la notion de faire vivre une entreprise. Et c'est souvent que nous avons vu comment le moins-disant a fonctionné gentiment, tranquillement en Martinique, au détriment de ceux qui, justement, peuvent faire une bonne offre. Alors, dans la typologie d'entrepreneurs qu'on retrouve dans le secteur, on a beaucoup de gens qui, en fait, connaissent bien leur métier. Des bons techniciens, oui. Qui maîtrisent, mais qui ne sont pas forcément des chefs d'entreprise et qui ne savent pas notamment gérer. Et c'est un problème qui est assez répandu dans le secteur et qui finalement pose problème parce qu'on a des structures qui techniquement maîtrisent bien leur activité, leur métier, mais qui en termes de gestion sont parfois à côté de la plaque. Et c'est pour ça que nous, au niveau du syndicat, on a commencé à travailler en fait sur tout ce qui peut être, je dirais, les services support, tout ce qui peut être externalisé, pour pouvoir permettre que ces plus petites entreprises, moins structurées, puissent retrouver des services et qu'elles puissent en fait être plus fortes
et qu'elle puisse continuer à grandir et sans risquer de disparaître parce qu'elle n'aurait pas géré correctement. Oui. L'autre difficulté que nous rencontrons, pour construire une maison, il faut des blés. Oui. C'est le premier intervenant, je dirais, c'est la pelle, le terrassier. Nous sommes sur un territoire vallonné, effectivement, où il y a peu de terrain, je dirais, plat, et donc il faut toujours terrasser. Et on a même des quand terres, il est voilà. plat, il faut quand même terrasser. Tout à fait. Et chaque fois qu'on enfonce la pelle, il y a du surplus de terre. Oui. Et nous n'avons pas de lieu pour réceptionner tout ça. Alors, c'est une problématique Réceptionner et valoriser. C'est une problématique qui occupe le secteur depuis plusieurs mois et pour laquelle on a un peu de mal à voir une solution. Alors c'est grave parce que en fonction des, alors c'est très variable selon les années, hein, puisqu'il peut y avoir des gros chantiers sur lesquels il y a beaucoup de volume de terre excavée, donc des terrassements. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on appelle les exutoires, c'est-à-dire les lieux où on peut, de manière, je dirais, réglementaire, mettre en dépôt ces terres excédentaires, on n'en a plus en Martinique. Et donc, ça fait des mois et des mois et des mois que nous demandons, en fait, à l'État de nous trouver une solution, puisqu'il y a des réglementations qui obligent les entreprises à mettre en dépôt ces terres de manière réglementaire. Nous ne sommes pas opposés à la réglementation. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut nous donner un endroit où on peut le mettre, où on peut régulièrement mettre ces terres, et puis que tout le monde soit au courant que c'est là qu'on peut les mettre, que tout le monde fasse ses prix de terrassement en fonction du lieu ou des lieux, puisqu'on a quand même un territoire qui est vaste, où on peut mettre ces terres, mais ça, on en a besoin. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui se font verbaliser, alors qu'elles n'ont pas les solutions. Donc ça, ce n'est pas acceptable, et ça, nous allons continuer à nous battre pour que, effectivement, on apporte des solutions au secteur et à la construction martiniquaise. Ça, c'est pas tenable. On peut pas, d'un côté, imposer des lois et des règlements et ne pas mettre le cadre qui permette de respecter ce règlement. Donc, on se mord la queue et là, ça va pas être possible. Et dans cette condition, à propos de ce mot de la queue, quand les lois sont violées, elles ne crient pas. C'est la réponse qui nous est faite. Et quand nous intervenons au niveau de l'ADL, alors l'ADL nous dit non, c'est politique. Quand on va vers le politique, le politique nous dit nous sommes en train de réviser le SAR. Mais pour l'instant, on met ça où? Non, il faut que tous les acteurs, c'est vrai qu'on a parfois un système de décision qui peut être complexe parce que il y a l'État, il y a la collectivité territoriale, il y a des EPCI, il y a des communes. Et c'est vrai que c'est un millefeuille administratif qui n'est pas simple. Mais on pense que sur des problématiques comme celle-là, qui sont des problématiques pragmatiques, pratico-pratiques que tout le monde connaît et qui posent problème, on pense qu'il y a moyen de simplifier, je dirais, les circuits de décision de manière à donner des solutions à des socio-professionnels qui ne veulent que respecter la loi. Mais donnez-nous des solutions. Si on n'a pas de solution, on va avoir des dérives. C'est inévitable. Il faut que le secteur puisse continuer à fonctionner. Il faut qu'on construise. Il y a des besoins en Martinique. Et à un moment donné, il faut que les solutions soient données. Et on a plusieurs fois sollicité les acteurs, les parties prenantes, pour qu'on nous donne des solutions. Et je réitère cet appel pour qu'on nous donne des solutions, et nous en avons besoin. Finalement, quand on regarde dans le rétroviseur, à l'époque de feu Joseph Serge, lorsqu'on nous avait imposé l'interdiction de plus de 10 tonnes essieux, oui. Il a été radical dans l'affaire, il bloquait Martinique, il a tiré 10 tonnes là. Parce que finalement, lorsque nous regardons, nous allons sagement, gentiment, en respectant toutes les lignes, petits courriers, petits faux, tout le modèle bail, mais on se fout de nous. Hier, par exemple, on avait des embouteillages longs qu'on voit. Là, regardez qui s'est passé devant, en Bakou. Aujourd'hui, c'est interdit. Oui. Nous n'avons pas de lieu pour stocker tout ce qui est matériaux qui rentrent dans l'économie circulaire. Puisqu'on peut valoriser tout ça. Science Radio, personne ne bouge.
Alors, on a eu plusieurs réunions, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir des décisions être prises, quoi. Et nous, ce qu'on a besoin, à un moment donné, c'est de décisions. Nous avons même été jusqu'à... Et on est allé peut-être au-delà de notre rôle, mais je pense que nous sommes aussi dans le secteur capable d'imaginer des solutions et de les apporter sur la table, de les mettre sur la table. Ces terres excavées, ces volumes supplémentaires, il y a sans doute des endroits où on a besoin de, par exemple, mettre des terrains hors d'eau. On a des problèmes d'inondation, on voit bien, dans certains secteurs. On a aussi des problématiques de submersion marine le long de certaines côtes. Donc il y a sans doute, dans la façon dont le territoire va évoluer, en cette période de changement climatique, des besoins d'aménager certaines routes côtières, de faire des protections, de mettre des zones hors d'eau. De réussir certaines Voilà, il faut s'adapter. Et ces matériaux peuvent rentrer dans le cadre de cette adaptation au changement climatique. Mais il faut que nous ayons le cadre réglementaire qui nous permette de le faire. Il faut mettre en place, tous ceux qui ont les responsabilités pour mettre en place ces solutions, qu'elles soient mises en place. Avançons, prenons des décisions. Alors que nous avons eu des techniques, des fins Sainte-Rose. Oui, Philibert Sainte-Rose. Philibert, il avait rentré une machine, lorsqu'il a eu le marché de l'ICCHR, 98 000 tonnes, mètres cubes de terre à dégager, et il pouvait valoriser cet élément-là. Finalement, la mécanique, elle est là. Oui, il faisait de l'amélioration du sol, oui, c'est-à-dire en mélangeant des liants hydrauliques, ouais, c'est ça, il pouvait cette améliorer le machine, sol. elle est là, aux Almadies, qui a gardé la mer, comment on est pris à bâti. Aidez-nous à mettre en place des solutions. Je pense que les solutions techniques existent, les besoins existent. Après, il faut que ceux qui ont le stylo en main, puissent valider les propositions et qu'on avance. Je pense qu'on a d'autres problématiques dans le secteur sur lesquelles il faut qu'on dépense de l'énergie. Et celle-là, je ne dis pas qu'elle est simple à régler, mais trouvons des solutions pragmatiques pour les entreprises. C'est une question de volonté politique. Il y a des lieux où on peut aménager pour faire tout ça. Nous ne sommes pas revenus à faire, lorsqu'on détruit un bâtiment, lorsqu'on déconstruit un bâtiment, la réutilisation des matériaux. Oui. Mais les donneurs d'ordre ne passent pas cette commande. On le voit. Il faut utiliser ces matériaux. Oui, mais il a fallu qu'on fasse un tambour pour que lorsqu'on faisait le TCSP, pour faire utiliser ces matériaux sur la voie de Sainte-Thérèse. Autrement, c'était des bons matériaux, des matériaux nobles qu'on mettait. Donc ce sont des choses que nous devons faire, mais le gros drame de notre métier, l'individualisme. C'est un peu ce qui nous mine dans ce pays. Hein. Moi, je relate à des amis l'expérience que j'ai vécue très récemment en Guyane française, où j'ai passé 2 jours dans le cadre des assises de la construction durable. Et ce qui m'a un peu... pas bouleversé, le mot est peut-être un peu fort, mais ému, c'est que tous les Guyanais qui parlaient, qui s'exprimaient, qu'ils soient, je dirais, du bord politique, qu'ils soient des administratifs, qu'ils soient des socioprofessionnels, en fait, parlaient Guyane, ils parlaient projet guyanais. Ils avaient une vision qui me semblait alignée. Et ça m'a beaucoup surpris et très agréablement d'ailleurs. Alors la Guyane a effectivement ses problèmes, qui sont des problèmes importants, des problèmes propres, mais au moins sur ce plan-là, il y a une vraie volonté, je dirais, territoriale que tous les acteurs avancent en même temps et vers un même objectif. Et je pense qu'on gagnerait ici, chez nous, à ce qu'on fonctionne un peu plus comme ça. Un petit peu plus. Nous sommes très forts dans la démolition de l'autre. On a pu faire ce qu'il faut pour la construction de notre pays. Oui, on a... Alors, sans trop revenir sur cette période douloureuse du Covid, on a vu que ça nous a beaucoup divisés. Et c'est une expérience parce que ça nous montre qu'on n'était pas prêts. On s'est cru peut-être plus beau que nous étions. Et on n'a pas su gérer, en fait, un défi collectif qui s'est présenté à nous. Mais parce qu'on n'a pas pris peut-être l'habitude de travailler ensemble, de réfléchir ensemble et de se mettre d'accord, y compris quand on n'est pas d'accord au début. Et d'écouter pour comprendre. Chacun défend ses précarés, ses positions, et sincèrement, c'est contre-productif. Et en plus, certaines personnes qui nous regardent parfois de loin, de l'autre côté de l'Atlantique,
se moque un petit peu de nos divisions. Et peut-être des fois on joue, hein. À loin de clair, peut-être des fois joue sur nos divisions. Et c'est quand même dommage parce que je pense qu'on peut bien mieux faire. Je prends un exemple patent, c'est l'eau. Ah, l'eau. Je prends un exemple patent. Là, nous commençons à entendre quand même. Ça fait un moment, la pleine lune, il n'y a pas d'eau, la pluie va tomber. Oui. Et nous allons rentrer dans la crise de l'eau à Rivière-Blanche. Il passé 30 ans, je vais demander ces bougas prendre de l'eau à sur une dame, faire descendre chez Joseph et nous tranquille. À côté, et ça ne se fait pas. On a eu des agités du bocal qui ont bloqué Séguino pour des problèmes purement racistes. Ça a été débloqué, Séguino est réparé, là actuellement, Pont Saint-Jacques est presque livré, oui, tout à fait. réparé, il ne reste plus Gagnon. Et après, se lancer dans la grosse réparation de la Martinique. Nous pourrons parler de ça. Alors les besoins dans l'eau, c'est vraiment un secteur où il y a effectivement beaucoup de besoins. Des besoins de mise à niveau du réseau d'adduction, construction de nouveaux réservoirs, des surpresseurs, parce qu'on a un territoire vallonné qui est difficile pour acheminer de l'eau au robinet des Martiniquais. Mais bon, on a fait de belles choses, hein. On a fait de très belles choses. Oui, mais tout récemment. On a fait de très belles choses. Tout récemment. Alors, on a beaucoup investi, on a fait de belles choses. Il y a eu des grands projets d'investissement en canalisation. Et puis, à un moment donné, il y a eu des dérives et tout s'est arrêté. Et plus grave, on perd du savoir-faire. Donc, on a des ouvriers, des canalisateurs qui partent en retraite sans avoir formé la relève, la jeunesse. Donc, demain matin, on va vouloir relancer des grands chantiers de canalisation. On va se gratter la tête pour trouver du personnel compétent. Mais c'est ce que j'explique souvent sur le besoin donc, de lisser cette commande publique. On n'a pas besoin d'avoir alors, il peut y avoir de temps en temps un gros chantier avec des pics d'activité comme le TCSP ou d'autres grands chantiers. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. Nous, ce qu'il nous faut, c'est une activité à peu près régulière, que les entreprises qui sont sur les marchés sachent qu'elles ont un tel volume de travail disponible et sur lesquels la concurrence joue, sur lesquels elles se battent. Mais je pense que les pics d'activité n'ont jamais fait beaucoup de bien à la Martinique. Voilà. J'ai été naïf quand j'étais jeune. J'ai souvent pensé à une entreprise martiniquaise de travaux publics. Et puis, finalement, ça n'a jamais été possible, du fait de nos élus, du fait de nous-mêmes, du fait de beaucoup de choses. Mais je suis quand même rassuré, le réchauffement climatique va nous imposer des règles. L'entrepreneuriat, c'est une aventure extraordinaire, mais qui n'est pas simple. Et surtout dans cette activité, par contre, c'est une activité qui est formidable. Il y a des métiers formidables dans le bâtiment et les travaux publics. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit ces réalisations et ça c'est magnifique. Et en plus on est au service, en fait, le bâtiment et les travaux publics sont vraiment au service de toute l'économie et du citoyen, de tout. Et du citoyen partout, tout au long de sa vie. On a affaire à des ouvrages qui ont été construits par des entreprises de bâtiments et de travaux publics. Donc voilà, ça c'est pour le côté formidable de ces métiers que je continuerai à défendre de manière acharnée. On a plein d'idées pour pouvoir amener un peu les jeunes vers nous. Il faut qu'on les mette en œuvre, mais il faut qu'on nous aide aussi. Il faut qu'il y ait l'activité, comme je disais, un peu lissée, que les entreprises sachent qu'elles ont du travail potentiellement, qu'elles ont une certaine visibilité. Comme ça les encourage à s'investir, à investir et à former des Martiniquais qui puissent participer à ces constructions. Il y a un investissement qu'il faudra qu'on fasse, que j'ai visité en Allemagne. J'ai visité un dépôt de tunneliers en Allemagne. Ça s'appelle très belle technologie. Le réchauffement climatique va nous l'imposer. Parce que nous avons, sur tout le littoral, la partie où le niveau de l'eau va faire disparaître une bonne zone. Oui. Donc il faudra construire à l'intérieur. Nous ne pouvons pas gagner en l'eau kilomètre à l'intérieur. Il faudra commencer à s'adapter, faire les choses. Mais il y a des passages
Il y a des réseaux routiers, tous les réseaux qui devront passer sous terre. Nous aurons besoin de ces matériaux. Nous aurons besoin de ces matériaux. Et celui qui ne l'a pas encore compris, l'élu, le dirigeant qui ne l'a pas encore compris, il trompe la population. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le débat des politiques, Non, si j'en fréquente beaucoup. C'est la vraie politique alors, pas politique politicienne. Non, mais ce qui est sûr, d'aménagement du territoire. Ce qui est sûr, c'est que les franges littorales sont dès aujourd'hui à risque. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on perçoit mal la montée des océans, mais c'est une réalité. On se dit qu'on va laisser ça pour les générations futures, mais est-ce que c'est sympa de laisser ça pour les autres? Non. Prenons nos responsabilités. Donc on sait que c'est un phénomène qui est inéluctable aujourd'hui. On est encore en train de se battre pour savoir à quelle vitesse on va se faire envahir par les eaux. Mais la question n'est pas de savoir si, c'est de savoir quand. Donc ça, c'est la seule chose sur laquelle on a des incertitudes. Et puis, on a les phénomènes donc, climato-atmosphériques, donc notamment les cyclones majeurs. Et au passage des cyclones, on a des phénomènes de submersion marine, c'est-à-dire que la mer envahit les terres. On a déjà connu ça. Ceux qui étaient là en 99 sur la côte nord Caraïbe se souviennent de l'Eni avec des choses très spectaculaires et dévastatrices. Donc on aura... alors c'est très aléatoire, hein, on ne peut pas garantir que ce soit la prochaine saison cyclonique ou celle d'après, mais nous aurons des phénomènes violents, destructeurs, qui vont impacter nos franges littorales et sur lesquels nous avons beaucoup d'enjeux. Donc il y a énormément de constructions, que ce soit de l'habitation, des restaurants, des hôtels, sur les franges littorales. Donc on a beaucoup de choses à perdre. Et effectivement, il faut que dans les choix que nous faisons, que nous nous adaptions. Des priorités aussi. Des priorités. Relocaliser des gens, c'est pas simple. J'entends parler de ça. Politiquement, socialement, ce sont des choses qui sont assez compliquées. Les gens tiennent à vivre. On l'a vu dans l'après Irma Saint-Martin. Les gens ont dit nous, on veut continuer à habiter à Sandy Ground, on veut continuer à habiter à Grand Case, là où il y a eu des vagues qui léchaient le deuxième étage. Mais bon, ce sont les choix des individus. Par contre, il faut préparer. Et il y a des techniques, effectivement, pour réoccuper les zones intérieures, et qui sont des zones vallonnées chez nous, à part la plaine de Lamentin, plaine de Rivière-Salée. On a surtout des mornes. Donc, il faut qu'on apprenne à construire sur les mornes. On ne construit pas sur les mornes comme on construit ailleurs. Il faut qu'on sache comment on construit nos réseaux pour qu'ils soient résilients, qu'au moins de glissement de terrain, qu'on ne perde pas toutes nos routes. Comme par exemple à Font-Saint-Jacques. À Font-Saint-Jacques, voilà. Il faut aussi qu'on s'adapte et qu'on construise différemment. La nature nous offre des occasions de nous améliorer tous les jours. Tous les jours. Donc utilisons un peu ce que la nature nous offre comme expérience pour pouvoir faire les choses différemment. Mais moi, je suis optimiste. Alors, c'est parfois un peu compliqué parce que construire différemment, alors parfois c'est construire un peu plus cher, le temps que les techniques deviennent courantes. Mais nous n'avons pas le choix. En réalité, nous n'avons pas le choix. Si on veut continuer à habiter sur ces 1100 ou 1080 km², il faut qu'on s'adapte. Et souvent, nous avons des signaux. Et le week-end dernier, on était à 12 degrés au Mont-Rouge. Oui, c'est déréglé. Le climat se dérègle. Il y aura des choses dans les deux sens. Il y aura des vagues de chaleur, effectivement, extrêmes aussi. Hein. Et il faut que, dans les logements que nous construisons, qu'on tienne compte, qu'on s'adapte. C'est exactement ça. Et là, pour l'instant, nous disons, pour que le téléspectateur qui nous regarde, là, qui nous écoute, il sait écouter, il sait comprendre. Si on lui explique, c'est pas possible qu'on perd que demain matin, nous faisons qu'il là comme ça. Bon. Vous préférez vous faire là comme ça. Il comprend. Il finit par comprendre. Mais quand on essaie d'arriver avec des gros sabots pour imposer, c'est exactement comme l'histoire du Covid. Hein. Le côté péremptoire de certaines administrations arrivées ici, ils refusent de s'adresser gentiment, tranquillement aux gens
On veut nous imposer des choses et finalement, on voit le résultat. Non, il y a, je crois, un besoin essentiel, c'est le besoin d'expliquer les politiques publiques et de dire pourquoi on veut faire les choses. Parce qu'il y a toujours une raison, qu'elle soit bonne ou moins bonne. Souvent, d'ailleurs, c'est l'expérience et le retour d'expérience qui dit si les choix étaient bons ou pas. Souvent, on n'est pas... Et puis, les choses changent, les choses évoluent, des fois, parfois, très, très, très vite. Donc, il faut accepter qu'on fasse des choix, qu'on se trompe. Mais pour savoir où on se trompe, il faut être capable d'évaluer. Et aussi capable de dire « je me suis trompé ». Ah, ça, oui, aussi. Et il faut reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas été tout à fait pertinent par rapport à des problématiques qui se posent au pays, et puis changer de direction. Il y a pas de souci. L'entreprise privée, elle fait ça en permanence. Elle peut, par exemple, faire un investissement dans un secteur qui, pour une raison ou une autre, ne donne pas des satisfactions, mais on abandonne, on revient à d'autres choses. Et il faut aussi que dans le déploiement des politiques publiques, on accepte de fonctionner un peu comme ça. C'est-à-dire d'expliquer aux citoyens ce qu'on veut faire, là où on veut aller, parce que c'est quand même le citoyen qui met en position de responsabilité l'élu. Et donc en retour, il faut peut-être que l'élu explique voilà ce sur quoi on a été élu et voilà ce qu'on va faire, comment on va faire. Et puis les choses peuvent changer. Il n'y a pas de difficulté, en fait, à changer, à expliquer parfois des choses qui sont pas simples. Hein. Dire à quelqu'un que son terrain ne va pas être constructible parce qu'il y a un risque de glissement de terrain, c'est pas simple de dire ça à quelqu'un. Mais il faut être capable, en tant que responsable politique, de dire, d'avoir ce discours de vérité parce que derrière, la nature peut jouer son rôle. Et on le voit constamment. Hein. Des exemples, on en a. Et aussi, il faut que le citoyen change de comportement. Nous voyons souvent les personnes arriver, commander une villa, pas qu'à payer villa, quand entrer puis un gros bateau, ça s'est réduit. Hein. Quand arriver puis un gros bateau, il y a un jet ski, tout le bagaille, mais quand il n'a pas payé, l'entreprise n'a pas payé. C'est un exercice, tout ça, c'est un exercice de responsabilité individuelle et de responsabilité collective. Il faut qu'on progresse. Moi, je suis d'accord, je le dis de manière très, très ouverte. En matière de responsabilité, il faut que collectivement nous nous améliorions. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait compris au pays que, en fait, on a un destin commun, on a une espèce de communauté de destin. Et bon, alors, pour l'instant, des fois, il nous arrive des petites choses. Le national vient au secours. D'accord, mais il faut surtout que nous, au pays, nous prenons conscience que nous avons une responsabilité collective et puis qu'on se mette d'accord sur une vision, sur un projet, et puis qu'on y aille. Et puis, des fois, on va se tromper, on fait un sillac, on fait marche arrière. Voilà, mais on explique. Moi, j'aime bien le titre de l'émission, là, écouter pour comprendre. Mais pour écouter, il faut qu'il y ait des choses qui soient dites. Oui, mais il faut les dire franchement. Il faut les dire. Je prends un exemple, ce que je refuse de dire à un client qui a venu voir, que ce soit pour l'automobile, pour construire n'importe quoi, qui a fait débiter, tout ça, on est à débiter, il faut faire ci, il faut faire ça, tout ça, il faut changer ça, il faut faire comme ça. Et puis, il a disparaît. On va constater qu'il y a eu un autre pour faire. Mais le retour du bâton est mieux, c'est que l'autre l'a tué. Il faut corriger ce tir-là. Et c'est pourquoi nous disons non. Tant que la personne ne s'est pas franchement engagée, nous n'avons pas qu'à livrer des solutions. Responsabilité. Faut qu'on avance. Faut qu'on évolue. Alors, qui doit nous permettre d'évoluer, sinon nous-mêmes voilà. Quand on veut changer l'autre, on commence par se changer soi. Voilà. Et il faut qu'on s'adapte, parce qu'il y a des choses des risques qui sont devant nous, qui peuvent nous mettre dans la vraie difficulté. J'aime beaucoup raconter des expériences qui m'ont beaucoup changé dans l'île voisine de la Dominique. Souhaitons que nous n'ayons pas à vivre ce que nos voisins ont vécu, parce que ce sont des situations qui sont extrêmement complexes, qui laissent beaucoup de traces, notamment des traces démographiques. On se plaint de nos 3500 ou 4000
je dirais, martiniquais en moins chaque année sur le territoire, mais chez nos voisins, ça a été beaucoup plus. C'est nous qui avons fabriqué Baïta là. Et nous disons que nous avons un savoir-faire en Martinique qu'il faut faire savoir. Là, aujourd'hui, nous constatons que nous avons de plus en plus d'entreprises qui collectivement se mettent autour d'entités. Nous prenons par exemple la CERC. Et là, aujourd'hui, La CERC, Cellule économique régionale de la construction. C'est une association. Alors, c'est une association... Mais une association se fait déjà à deux. Ah non, mais c'est fait... Cette association s'est faite à beaucoup plus. Et il y a de plus en plus, je dirais, d'institutions qui rejoignent en fait la CERC. Et pourquoi cette association, donc cette cellule économique régionale de la construction, fonctionne? C'est parce que son objectif, il est sain, il est clair. C'est fédérer en fait les acteurs du secteur de la construction autour de problématiques d'intérêt général. Et la CERC ne s'intéresse pas à des problématiques, je dirais, partisanes. Non, vraiment pas dans c'est technique. C'est technique, ça peut être aussi sur du réglementaire, de l'administratif, du juridique, mais les sujets sont des sujets d'intérêt général et strictement d'intérêt général. Voilà. Et c'est la défense, en fait, du secteur, et l'État est associé aux travaux de la CERC. L'État est d'ailleurs membre de la CERC. Il y a plusieurs d'ailleurs institutions d'État qui sont membres. Voilà. Et c'est une structure qu'il faut chérir, qu'il faut renforcer, puisque aujourd'hui il y a des CERC dans d'autres régions, enfin dans toutes les régions, je dirais, du territoire national. Et la CERC de Martinique, qui est l'une des dernières, la Guadeloupe a été créée un petit peu après, mérite d'être renforcée pour qu'elle puisse jouer son rôle d'observatoire, de baromètre de la conjoncture. Et puis aussi, la CERC de Martinique le fait de manière un peu spécifique, de manière de faire de la prospection, c'est-à-dire ce qui va se passer et à l'avenir. Et c'est une structure... qui est peut-être un modèle pour le territoire. Et ça permet de faire, d'adapter des normes, avoir des normes antilles. Oui, alors c'est une mission que cette structure a pris en charge. Les autres cercles ne font pas ça. Et d'ailleurs, c'est un projet d'adaptation des normes que j'ai l'honneur un peu d'animer et qui est aujourd'hui un projet antillais, puisque la Guadeloupe est pleinement associé aux travaux d'adaptation normative. Et ce matin, j'ai eu, lors d'une réunion là matin, l'occasion de rencontrer une dame de Sainte-Lucie qui aussi est dans le secteur de la normalisation et avec qui j'ai échangé sur éventuellement de possibles travaux en commun avec nos voisins caribéens qui ont exactement les mêmes problématiques que nous, et notamment les problématiques sismiques, cycloniques, et qui ont les mêmes problèmes que nous pour construire de manière durable et de manière qualitative. C'est très documenté, et la divulgation se fera comment ? De l'information. Alors, de l'information, c'est un des sujets sur lesquels nous avons beaucoup travaillé dès le départ. C'est dire, ce sont des sujets qui sont techniques, d'accord ? Donc, pour proposer des évolutions, ça va se faire entre techniciens, entre sachants, comme on dit. Par contre, il faut tenir compte des besoins des gens, de ce que les gens vivent. Et puis surtout, il va falloir à un moment donné expliquer aux gens pourquoi on évolue, aux maîtres d'ouvrage aussi, pourquoi les choses évoluent. Il va bien falloir aussi dire est-ce que ça va coûter plus cher ou pas. Ça, personne aujourd'hui ne sait. Les questions de qualité dans la construction doivent s'évaluer sur la durée de vie de l'ouvrage. Parce qu'il y a le prix de construction et puis il y a le prix après d'entretien. Donc, quand on n'a pas construit correctement, eh bien, on le paye parce que derrière... Ça dit qu'à coûter plus cher que l'enterrement. Voilà. Donc c'est de manière, je dirais, globale qu'il faut analyser ces questions-là. Et il faut le faire parce que les ouvrages sont construits pour 30, 40, 50, voire plus. Il y a des ouvrages qui ont plus de 50 ans et qui fonctionnent très bien, qui sont très fonctionnels, qui continuent à être debout, et qui ont vécu des tremblements de terre, des cyclones, et j'en passe. Et simplement en faisant comprendre aux citoyens qu'il y a des normes, par exemple, pour la fenêtre. Oui.
qu'une fenêtre doit résister à tant de kilomètres à l'heure par rapport à un cyclone. Ça a un coût. Oui. Et qu'il aille gentiment, tranquillement, chez n'importe quel établissement qui en fait comme ça à la sauvette, et on réalise que finalement, le premier cyclone qui passe en l'air, il va arrêter fenêtre. Il faut qu'à un moment donné, les banquiers et les assureurs aident le système et s'aident eux-mêmes. Parce que quand on voit le montant des dégâts qui sont causés par ces aléas, on a vraiment intérêt à construire de manière qualitative, de manière durable. Et tout le monde va s'y retrouver à la fin parce que vivre ce genre de cyclone majeur, tremblement de terre, ça marque profondément les territoires. Et je pense qu'on peut s'éviter beaucoup de problèmes en faisant le choix de mieux construire. Des fois, on ne met pas assez d'argent sur les constructions et on met l'argent ailleurs, dans d'autres choses. Mais la société de consommation nous pousse parfois à le faire. On ne fait pas beaucoup de publicité pour les maisons. C'est pas très, comme on dit, sexy de faire de la publicité pour des maisons. Mais on voit des publicités pour beaucoup d'objets de consommation, je dirais, plus courantes. Et à un moment donné, les gens ayant un budget limité, ils font des choix et qui sont des choix parfois guidés par l'ambiance, je dirais, consumériste du pays. Nous, d'expérience, nous voyons tout de suite, nous disons, mais non, pas fait ça. Pas fait ça. Pas fait ça complet, ça coûte tout. Ouais, ça coûte tout plus cher. Bon. Il y a ceux qui entendent, qui comprennent, et puis il y a d'autres qui ont glissé. Voilà. Maintenant, il y a un autre volet, parce que souvent on nous parle des jeunes qui s'en vont. Et un rêve que nous avons toujours eu, c'est au niveau du second œuvre. La formation de nos filles sur le second œuvre. Alors, la féminisation de nos métiers, c'est un des enjeux. Alors déjà, il faut on a de gros problèmes d'attractivité. Je lance un message, je profite de l'émission. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Venez travailler dans le bâtiment et les travaux publics. Il y a des métiers formidables. Et nous allons, d'ailleurs, au niveau du secteur, essayer de montrer un peu mieux ce que nous faisons bien, plus souvent. Notamment, on va essayer peut-être d'avoir une action spécifique au niveau des stages de troisième, puisque troisième, en général, les jeunes ne savent pas encore tout à fait ce qu'ils veulent faire, donc on va essayer d'aller vers eux et de montrer en fait ce que nos entreprises font et à quoi ça sert d'être dans le secteur de la construction. La féminisation, c'est un enjeu majeur pour nous parce qu'il y a effectivement assez peu de femmes dans nos métiers, mais on s'aperçoit que quand il y a des femmes, elles sont en général très bonnes. Elles sont plus performantes que nous. Elles sont en général très très bien, très performantes. Et donc c'est un encouragement, c'est un appel. On a beaucoup parlé des métiers du bâtiment et des travaux publics en les reliant à la pénibilité, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a beaucoup évolué, ne serait-ce que regarder la taille des sacs de ciment, par exemple, les poids, on voit qu'on est passé de 50 à 35 kilos. Donc tout est fait aujourd'hui pour réduire la pénibilité de ces métiers. Et d'ailleurs, le fait de se retrouver à l'extérieur pendant la période de confinement et Covid était plutôt une bénédiction qu'une difficulté à surmonter. Donc, les femmes ont toute leur place dans nos métiers. Je les encourage fortement à s'intéresser à ces professions. Elles ont une main, elles sont plus artistes que nous. Alors, en termes de qualité, puisqu'on a parlé de qualité, et souvent on s'aperçoit que, on va pas en faire une généralité, un adage, mais elles peuvent être aussi des fois plus précises, plus soucieuses de la qualité, et souvent ça nous fait défaut. Parce qu'on est un petit peu, des fois, grosso modo. Ils bon ça. Exactement. Et les femmes peuvent amener cette touche, je dirais, de qualité, de volonté de bien faire les choses. Et on les accueille, mais vraiment à bras ouverts, parce qu'il y a de beaux métiers à faire. Et je précise, à tous les niveaux, je dirais, d'ouvriers, agents de maîtrise, et à cadre. Et à tous les niveaux, il y a des places, de très belles places à prendre dans nos territoires, de très très belles places, de très belles carrières à faire. Nous voyons chez Moteur, on a beaucoup de filles.
Oui, qui c'est un exemple. Cette entreprise, en fait, a eu, dont je connais bien le dirigeant, et la volonté, en fait, d'intégrer non seulement beaucoup d'originaires de Martinique, mais aussi donc d'introduire beaucoup la féminisation dans ses effectifs, et pas que ses effectifs d'agents de maîtrise, donc chez ses cadres également. Et c'est une belle réussite et qu'il faut peut-être qu'on mette un peu plus en valeur. Qu'on doit dupliquer. Voilà. Monsieur Bonner. Monsieur Grabin. Si vous avez une conclusion à faire, ce serait laquelle? La conclusion, c'est que il nous faut aujourd'hui, c'est un secteur important. 12% des entreprises martiniquaises sont dans le secteur du bâtiment et travaux publics. Donc on voit bien que c'est une activité qui est essentielle. Nous sommes sur un territoire qui continue à se construire et c'est un territoire qui doit s'adapter à l'heure du changement climatique. Il doit se réaménager. Faisons les choses bien, faisons les choses ensemble, surtout. Il y a beaucoup trop on s'éparpille, on passe beaucoup d'énergie, des fois, dans des disputes. Il y a trop de tables rondes. Des histoires. Non, mais les tables rondes peuvent avoir une utilité. mais allons pas tourner autour de la table, allons pas tourner en rond. À un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut qu'on avance. Et vraiment, si j'ai un message à faire passer, c'est acceptons de ne pas être d'accord sur tout, mais travaillons ensemble et travaillons pour notre pays, travaillons pour notre jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de donner du sens à leur vie. Et c'est peut-être à nous, génération aujourd'hui aux responsabilités à droite, à gauche, de leur donner les conditions pour qu'ils puissent se réaliser au pays, pour qu'il y en ait un peu moins qui ont envie de partir. Et puis qu'ils restent ici. Reste ici, il y a des choses à faire. Le pays est magnifique. Non seulement rester ici, qu'on nous fasse nos enfants ici, pour faire remonter notre démographie. C'est un enjeu capital. Oui. Voilà. Toute cette jeunesse, elle est là, il faut la valoriser. Oui, mais c'est à nous aussi de le faire. Il faut que chacun, je dirais, dans son domaine, je dirais, de responsabilité et d'expertise, apporte sa pierre à l'édifice. Mais il faut que l'édifice soit commun. Si chacun essaie de bâtir son petit château à droite, à gauche, ça ne va pas fonctionner. On sera comme un petit peu aujourd'hui. On sent qu'on a du potentiel, mais on n'arrive pas à le matérialiser. Et puis, on est toujours dans les mêmes problématiques, difficultés. Et puis, il y en a de nouvelles qui arrivent sur nous. On voit les phénomènes de violence. Donc, allons accepter de travailler ensemble. C'est vraiment un message d'unité dans la vision et dans la façon dont nous avançons vers l'avenir. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ça. Nous disons, il ne faut pas désespérer. Surtout pas. Dans le bâtiment, on a un exemple simple. Pièce poteau béton ne peut pas faire l'intéressant les planches, sans les clous. Sous pas ni clous, pas de poteau. Sous pas ni fer, on va aller devant. Donc, on doit s'appuyer, on doit se compléter et faire tout ce qu'il faut pour qu'on aille de l'avant, pour une Martinique autrement. Maintenant, le bâtiment a toujours prouvé qu'il nourrit son maître. La polyvalence martiniquaise, elle est reconnue. Un ouvrier du bâtiment de Martinique arrive dans n'importe quel pays, il travaille. Oui. Il travaille. Il n'est pas spécialiste de ceci, il est polyvalent. Et c'est pourquoi nous disons, l'une des meilleures solutions, c'est d'écouter pour comprendre. En tout cas, merci encore. Et puis, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, encouragez vos enfants à se mettre dans un métier manuel, un métier qui est un métier noble. Ça leur permet de vivre. Merci encore, à très bientôt.